Bien, le voici. Mais certains d'entre vous, qui je l'espère n'ont pas le droit de vote, vont me dire « Quoi? Mais comment ça? Qu'est-ce que c'est que cet épisode? La gauche et la colonisation. Quel est le rapport entre gauche et colonisation? Parce que la gauche, c'est quand même l'incarnation du bien, des bisous et des arcs-en-ciel, non ?» À cela, je n'aurai qu'une chose à répondre. Tu as vraiment besoin de voir cet épisode, crois-moi. Concrètement, la colonisation en tant que projet réfléchi commence à partir des années 1870. Avant cela, le rapport des pays européens à l'Afrique, notamment, était concentré autour des côtes avec le commerce d'esclaves. Bref, dans les années 1870, la colonisation de l'Afrique devient un véritable enjeu pour les pays européens, en particulier pour l'Angleterre qui est soucieuse d'étendre son empire commercial face à la montée de l'Allemagne, et pour la France tout juste vaincue par cette même Allemagne en 1871 sur le continent. Et pour entrer dans le vif du sujet, à savoir le rapport entre la gauche républicaine de l'époque et la colonisation, eh bien, c'est Léon Gambetta, donc républicain de gauche, qui ouvre le bal en 1872. Je cite: « Pour reprendre véritablement le rang qui lui appartient dans le monde, la France se doit de ne pas accepter le repliement sur elle-même. C'est par l'expansion, par le rayonnement dans la vie du dehors, par la place qu'on prend dans la vie générale de l'humanité que les nations persistent et qu'elles durent. Si cette vie s'arrêtait, c'en serait fait de la France. » Donc pour résumer la pensée de Gambetta, on a perdu l'Alsace-Moselle, on a été des branques. Maintenant, nous, lumière de l'humanité, on va renoncer à la puissance continentale pour se concentrer sur le rayonnement universel. Et notez que déjà à l'époque, on parle de repliement sur soi-même, c'est pas mignon? Et puis il y a Victor Hugo, qui est une autre icône républicaine rockstar, qui en rajoute une couche en 1879, dans un discours où il s'exclame, oui parce que Hugo ne parle pas, il s'exclame toujours. Alors je cite Victor Hugo: « Cette Afrique farouche n'a que deux aspects. Peuplée, c'est la barbarie, déserte, c'est la sauvagerie. Allez, peuple, emparez-vous de cette terre, prenez-la. À qui? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne l'Afrique à l'Europe. Prenez-la, non pour le canon, mais pour la charrue. Non pour le sabre, mais pour le commerce. Non pour la bataille, mais pour l'industrie. » Voilà, donc ces terres ne sont à personne et il faut s'en emparer pour le commerce et l'industrie. Ah, c'est pas beau. En 1884-85, étant donné que la découverte de richesses insoupçonnées, comme par exemple les mines de diamants du Transvaal, a provoqué la ruée des Européens sur l'Afrique, eh bien une conférence est organisée à Berlin pour fixer les règles de la colonisation et surtout le partage de l'Afrique. Et c'est là qu'intervient notre cher Jules Ferry. Alors lui, qu'on vienne pas me dire qu'il n'est pas l'incarnation absolue de la gauche laïque et républicaine. Donc bref, Jules Ferry, suite à la conférence de Berlin, justement, déclare en juillet 1885, donc la même année, devant la Chambre, je cite: « Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Ben voilà, tout est dit, faut se lâcher de temps en temps, Jules. Et puis en plus, après, nous, ça nous fait des phrases cultes à ressortir, comme ça, c'est toujours agréable. Plus tard, c'est Léon Blum, autre monument de la gauche, qui reprenait peu ou prou le même discours que Jules Ferry, toujours devant la Chambre. Alors je cite Léon: « Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture et de les appeler au progrès réalisé grâce aux efforts de la science et de l'industrie. » Ah, il y en a plein d'autres, comme ça, je vous ai dit. Tiens, j'en ai un autre. Jean Jaurès, la vache, si on jouait au jeu des 7 familles, catégorie bonne grosse gauche républicaine, là, je les aurais quasiment tous. Alors, les grands hommes de la France: Léon Blum, Jean Jaurès, ensuite Mitterrand. Ah bah non, vous voyez, il en manque un, mais bon, celui-là, il est connu pour autre chose. Donc je disais Jean Jaurès en 1903, toujours devant la Chambre, je cite: « La civilisation que représente la France en Afrique auprès des indigènes est certainement supérieur à l'état présent du régime marocain. » Bon là, il parlait que du Maroc, mais par extension, vous avez compris où il voulait en venir. Bon. Et là, bien sûr, dans ces exemples, je ne parle que de la gauche française, parce que c'est le sujet, mais en Europe et même dans le monde, c'est à peu près le même topo. Regardez, Friedrich Engels, le collaborateur de Marx, donc on peut difficilement faire plus à gauche, explique à propos de l'invasion du Mexique par les États-Unis, et là, attention, c'est drôle, je cite: «
Est-ce un malheur que la splendide Californie soit arrachée aux Mexicains paresseux qui ne savent qu'en faire? Oui, moi je trouve ça marrant, désolé. Ça, vous allez me dire, c'est à propos du Mexique. Ok, mais au sujet de la conquête de l'Algérie par la France, eh ben c'est pareil, puisque Engels estime que, je cite, « l'écrasement de la révolte en Algérie est une chose positive puisque les Bédouins sont une nation de voleurs. » Ouais, il était chaud, Friedrich, quand il s'y mettait. Et puis Marx, il est pas mal non plus à propos de la colonisation brutale de l'Inde par les Anglais. Il dit qu'en voyant, je cite, « ces myriades d'organisations sociales patriarcales et laborieuses se dissoudre, nous ne devons pas oublier que ces communautés villageoises idylliques, malgré leur aspect inoffensif, ont toujours été une fondation solide du despotisme oriental. » Franchement, celle-là, fallait aller la chercher. Marx, Alors oui, pour revenir en France, il y a bien une voix dissonante parmi tout ce jacassement laïcard et gauchiste, eh bien c'est Clémenceau. Et bon, Dieu sait que je ne porte pas spécialement Clémenceau dans mon cœur, mais il faut bien dire ce qui est au sein de la gauche, au sein des radicaux à l'époque. Clémenceau était l'un des seuls à s'opposer à la colonisation. Le 30 juillet 1885, dans sa célèbre réponse à Jules Ferry qui parlait des races supérieures qui civilisent les races inférieures, eh bien Clémenceau déclarait « Voilà en prose la thèse de M. Ferry et l'on voit le gouvernement français exerçant son droit sur les races inférieures, il le dit ironiquement, en allant guerroyer contre elles et en les convertissant de force aux bienfaits de la civilisation. » Mais voilà, Clémenceau, côté grande figure, j'entends, eh bien c'est à peu près tout. Et puis maintenant, pour conclure en beauté, posons-nous une question innocente. Et la droite dans tout ça? Eh bien la droite, dès le départ, dès les années 1870, elle était farouchement anticolonialiste. Pourquoi? Tout simplement parce que la droite jugeait que c'était une perte de temps, d'énergie et d'argent et que la véritable priorité de la France était de préparer la revanche contre l'Allemagne et la reprise de l'Alsace-Moselle. Oui, c'est ce qu'on appelle avoir le sens des priorités et du réalisme. À ce propos, il y a cette phrase célèbre de Paul Déroulède, le fondateur de la Ligue des Patriotes, qui s'était exclamé à la tribune « J'ai perdu 2 sœurs, l'Alsace et la Lorraine, et vous m'offrez 20 domestiques. » Pour la droite de l'époque, c'est-à-dire les monarchistes et les nationalistes, la colonisation non seulement détourne la France de ses provinces perdues, l'Alsace et la Moselle, mais aussi la ruine économiquement. Ça, c'était l'épisode d'il y a 2 semaines. C'est ce que dit le sénateur monarchiste Albert de Broglie en 1884. Je cite « Les colonies affaiblissent la patrie qui les fonde, bien loin de la fortifier, elles lui soutirent son sang et ses forces. » En 1883, le député bonapartiste Paul de Cassagnac s'adresse directement à Jules Ferry à la tribune et il lui dit « Au lieu de vous lancer à courir après des colonies nouvelles agrémentées de prétendus gisements d'or que vous ne connaissez pas et de prétendues mines de houille que vous indiquez sur vos cartes fantaisistes pour que l'opinion publique vous accompagne dans cette aventure lointaine, la France vous dira de ne pas regarder si loin. C'est en France qu'il faut regarder. C'est la misère qui est en France qu'il faut soulager. » Et là, on retrouve, dans les paroles de Paul de Cassagnac, la dénonciation de toute l'hypocrisie de gauche qui, sous couvert d'humanisme et d'universalisme, eh bien, vient en fait piller la terre entière en loose dé derrière un masque bienveillant et civilisateur. En gros, c'est la colonisation à visage humain, la conquête pour l'émancipation, la libération des peuples sous la bannière des Lumières qu'il faudrait absolument apporter au monde. Et justement, à ceux qui avaient cette démarche-là, cette démarche bien de gauche, quoi, vouloir faire de tout le monde des citoyens, j'aurais envie de dire 2 choses. Premièrement, le monde ne vous a rien demandé, comme ça, c'est fait. Et deuxièmement, la misère et les problèmes existent aussi en France, et en tant que Français, en tant que représentant français, eh bien, commencez plutôt par là. Le pire, c'est que vous avez vu ce que je viens de dire, ce discours est toujours valable 150 ans plus tard. Mais bon, passons. Le problème de la colonisation, c'est un problème qui, en France, se pose aujourd'hui dans la discussion, dans la repentance, à cause de cela. Parce que les Français, par rapport aux Anglais, ont voulu pratiquer une vision universaliste. La colonisation était une idée de gauche, quand la droite était contre la colonisation. Au départ, idée de gauche. Oui. Totalement. J'ai beaucoup travaillé sur la question des débats parlementaires dans les années 1880-95, au moment où il y a eu la grande discussion coloniale. Qui est pour la colonisation ?
La gauche universaliste, parce que la colonisation va permettre d'étendre les lumières et les bienfaits de la Révolution française au peuple du monde. Vision universaliste. Les bienfaits de la civilisation des Lumières. Absolument. C'est ça, ouais. C'est un christianisme laïque. Oui, oui. Ce qui partait de bonnes intentions, d'ailleurs. Oui, mais les bonnes intentions sont souvent très dangereuses. Qui en face, et avec eux, étaient les milieux d'affaires. Qui luttait contre la colonisation? Évidemment, le courant radical, avec Clémenceau, c'est certain, mais surtout la droite légitimiste. C'est la droite légitimiste qui disait, mais quand même, vous parlez de peuples inférieurs. Parce que Léon Blum va quand même déclarer à la Chambre, dans les années 30, il est du devoir, Léon Blum, l'icône socialiste, il est du devoir des races supérieures, dit Léon Blum, d'aller porter la civilisation aux peuples inférieurs. Jules Ferry le disait aussi à l'époque. Que dit Lyautey? Lyautey dit, mais non, ils ne sont pas inférieurs. Ils sont autres. Ils sont différents. Inférieurs, la Chine des Ming. Inférieur, le Maroc des Saadiens. Inférieur, l'Égypte de ceci, de cela. Non, autre. La notion d'ethno-différentialisme. Et le drame, aujourd'hui, et je reviens à ce que disait notre auditeur tout à l'heure, c'est très intéressant, c'est une vision universelle. Nous avons, en France, toujours cette vision universelle. Nous avons reçu les tables de la loi démocratique et nous devons les appliquer au monde. Et nous appliquons notre schéma et nous allons dans le mur.